On attaque la deuxième semaine de Wimbledon. Si tu ne veux rien manquer de mes quotidiennes, n'hésite pas à t'abonner juste ici, mon très cher Goat. Roger Federer était de retour à Wimbledon hier avec une nouvelle un peu triste à faire passer. Novak Djokovic en mission et Alcaraz éliminé. C'est le programme matinal, très matinal de votre nouveau digest de Wimbledon et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la cérémonie officielle des légendes de Wimbledon hier après-midi. C'était extrêmement émouvant. Vraiment, j'ai eu des frissons sur les 45 minutes de cette cérémonie. J'ai chialé. Mais j'ai chialé. Vous avez tous les anciens champions qui étaient présents, ou presque. On le voit dans le désordre, on a du Nadal, on a du Murray, on a du Chris Evert, on a du Martina Hingis, on a du Björn Borg bien sûr, Novak Djokovic était également présent, et Roger Federer justement, on a eu plein de photos sympathiques bien sûr, avec ici Rafael Nadal qui boit, c'est quoi, un coca Cherry Coke. Bref, beaucoup de bonheur à revoir ces grands champions ensemble. Rafa qui a dit que Roger lui manquait sur le circuit, que tous les autres joueurs avaient ce manque de Roger Federer, ce qu'on peut comprendre. Roger très classe d'ailleurs sur cette cérémonie, et on a vu également Novak et Roger qui étaient juste à côté l'un de l'autre pendant la cérémonie, et bien sûr ça a fait discuter sur les réseaux sociaux. Petite vanne sympa de Youssef ici. En vrai la vanne n'est pas si ouf, mais si tu aimes ce contenu n'hésite pas à t'abonner, c'est important. Djokovic aurait dit à l'oreille de Roger Federer: tu te souviens quand j'ai mis fin à ta carrière sur ce terrain il y a 3 ans, la finale de 2019, je suis désolé de vous mettre ça dans la tête dès le début de la semaine, et Federer qui aurait répondu: pas maintenant Novak. Au-delà de cette petite vanne d'écolier, j'ai trouvé ça très intéressant de voir Novak et Roger ensemble interagir. On le sait, la fanbase entre les deux joueurs c'est pas forcément trop ça en termes de contact et d'affinité, mais je pense que d'ici quelques années je les vois bien chiller ensemble autour d'un bon verre de whisky et reparler de leurs exploits mutuels. On a les propos justement de Federer, on y vient, qui ont été relayés par le sublimissime Quentin Monnet. Quel bel homme. J'ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs sur ce court en parlant du Center Court. Ça fait bizarre d'être ici dans un autre rôle. Ici j'ai vécu mes plus grandes victoires et mes plus grandes défaites. Les plus grandes défaites, on peut penser à la finale de 2008 contre Rafael Nadal, à celle de 2019 contre Novak Djokovic que j'ai développé dans cet épisode, de ces matchs qui m'ont marqué juste ici. N'hésite pas à aller voir cette vidéo après la fin de cette vidéo. Les plus belles victoires, quant à elles, je ne vous fais pas l'injure de vous les rappeler. Il y a bien sûr la finale 2007 contre Rafa qui était assez extraordinaire, qui est sous-cotée d'ailleurs, la finale de 2017 avec le retour, celle de 2009 aussi contre Andy Roddick qui est au bout du suspense en 5-7, mais on arrive aux propos de Roger Federer sur la suite de sa carrière, la fin de sa carrière. Alors il a dit déjà c'est acquis, il allait jouer la Lever Cup et Bâle d'ici la fin de la saison. Ensuite il a parlé potentiellement de jouer quelques grands rendez-vous en 2023, mais ça sent le sapin quand même, un petit peu pour Roger Federer qui a dit j'espère pouvoir revenir une fois de plus sur ce court, sur le Center Court en tant que joueur pour faire ses adieux. Alors si c'est pour faire un match comme la fin contre Urkacz, c'est peut-être un petit peu dommage de salir un peu cette image. Alors lui il n'arrive pas à arrêter parce que il voudrait finir sur une bonne note en étant compétitif. On peut comprendre également, il y a ses rivaux qui sont en train de battre tous ses records, donc il a envie d'assumer également son héritage et de se rappeler à la jeune génération. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Roger s'accroche peut-être un petit peu trop, ou est-ce que vous avez envie de le revoir encore un petit peu? Deuxième info dans ce côté réseau, une nouvelle qui risque de ravir les fans de tennis sans graines. Ça nous vient d'Australie et on le voit ici, l'Australie supprimera toutes les exigences de vaccination et de tests pour les voyages dans le pays à partir de mercredi, donc dans 2 jours. Son formulaire de localisation des passagers sera également supprimé, donc on pense à tennis sans graines, je vous troll, on pense bien sûr à Novak Djokovic qui pourrait dans ce cas de figure disputer l'Open Australie 2023. Alors après il faut qu'il accepte de revenir dans un pays qui l'a traité d'une manière assez cavalière, mais en tout cas intéressant comme info je trouve. Novak justement après sa victoire hier soir contre Tim van Rijthoven juste avant le couvre-feu a égalé l'un des records de Pete Sampras, en tout cas la deuxième série victorieuse de Pete Sampras. On le voit, c'est Constance qui nous rapporte cette petite statistique, plus longue série de victoires à Wimbledon sur l'Air Open. Björn Borg toujours en tête à 41 victoires, c'est énorme. Roger Federer s'était arrêté à 40, Pete Sampras à 2 séries 31-25, Novak du coup à 25, Rafa c'est 20, on a John McEnroe à 18 et John Newcombe également à 18. Nouvelle info dans ce côté réseau et je vous propose de prendre un peu de hauteur. Et oui, parfois ça m'arrive de prendre de la hauteur, de m'asseoir sur le mont Sinaï, de réfléchir, de penser, de mettre le poing comme ça sur ma tête, et notamment sur l'histoire entre Tsitsipas et Kyrgios qui a beaucoup fait jaser. Les gens sont tendus sur les réseaux sociaux, je l'ai tout à fait cerné. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé ensuite en conférence de presse, Tsitsipas qui accuse Kyrgios, Kyrgios lui qui renvoie la balle à Tsitsipas, c'est des enfantillages, on n'est pas là pour ça. On va plutôt prendre
prendre de la hauteur sur un élément en particulier, c'est la stratégie du chaos. Généralement en tennis, ce qu'on voit, c'est des joueurs qui sont extrêmement concentrés, qui sont la tête baissée, hein, vraiment focus, qui sont dans leur bulle de concentration, et ça typiquement c'est Stefanos Tsitsipas, et on a beaucoup plus rarement des joueurs qui font tout pour déstabiliser leur adversaire, pour parler aux officiels, pour rentrer dans un dialogue interne où tout le monde est contre eux, faut se trouver des ennemis, etc. C'est quelque chose que fait Nick Kyrgios, c'est également ce que faisait Ilie Nastase, un petit peu Jimmy Connors également, John McEnroe, bref, c'était plus dans les années 70-80 qu'on avait ça. Ensuite, on a un petit peu perdu, je trouve, cette attitude de vouloir faire un énorme bordel sur un court de tennis. Alors bien sûr, cette stratégie, elle est pas toujours rentable, hein. La plupart du temps d'ailleurs, Nick Kyrgios s'en mêle un peu les pieds dans le tapis et s'auto-détruit dans ce type de cas de figure. Là, il a réussi à rentrer dans la tête de Tsitsipas, et je suis très curieux de voir sur la suite du tournoi, mais également peut-être une certaine émulation parmi d'autres joueurs qui verraient ça et qui se diraient ça peut être un secteur à creuser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que cette stratégie, qui est extrêmement dangereuse, peut être tenable sur la distance et devenir peut-être, pourquoi pas une mode, mais inspirer des jeunes joueurs? On enchaîne avec le coin tactique, 2 matchs aujourd'hui au programme. On va commencer par l'élimination de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, un match plutôt plaisant. On a eu un tie-break d'anthologie dans la 3e manche, et on va commencer par cette première palette tactique, le revers de Jannik Sinner. C'est un revers, dans cette génération, je pense que c'est l'un des tout meilleurs revers à 2 mains. Il y a un énorme travail de la main gauche, un fouetté, un talent naturel, hein, on va le dire, hein, pour prendre la balle extrêmement tôt parfois, d'une manière précoce, et garder la balle fusante, être très agressif. Ici, il l'a fait notamment dans ce secteur, avec quelque chose qui avait été pensé manifestement en amont de cette rencontre, cibler la zone revers de Carlos Alcaraz, l'empêcher de se décaler en coup droit, là où il est le plus dangereux, et ça, Sinner l'a très bien exécuté. Donc on a eu globalement une énorme agressivité de la part de Jannik Sinner. Carlos Alcaraz, lui, à contrario, qui a eu du mal à déployer son jeu, à asseoir son jeu, ça on va en parler d'ici quelques instants. Un autre point fondamental dans cette partie, c'est le pourcentage de réussite derrière la 2e balle de service de Jannik Sinner. Il est à 66%. Je trouve qu'il a bien frappé à plat avec son nouveau geste au service. Il a une préparation plateau maintenant. Avant, il ramenait le pied, maintenant il a les 2 pieds posés et il se contente de se propulser dans la balle. Franchement, il a été très efficace. Hargneux également dès son 2e coup de raquette, et il a pris à la gorge Carlos Alcaraz, qui lui a fait de très grosses fautes. Alors c'est assez amusant, c'est pas lui qui fait le plus de fautes dans la partie, mais on a eu cette impression visuelle que Carlos Alcaraz envoyait des bombes dans tous les sens. Il termine à 39 fautes directes, et ici, vous le voyez, un peu le symbole de sa partie. On s'en mêle les pinceaux sur le gazon, on tombe un peu, également dans cette position en décalage coup droit. Il y a eu énormément de déchets quand il a voulu partir droit devant, long de ligne, et que la balle est un peu restée dans le câble, un peu droit parfois, un peu hors timing. Et à certains égards, ce match m'a fait penser au match contre Alexander Zverev à Roland-Garros, où on a eu un profil assez similaire. 2 premiers sets où on a une pluie de fautes, on a un joueur qui panique un peu, qui a pas forcément de plan B par rapport à ce que lui offre son adversaire. Beaucoup d'agressivité du côté de Sinner, et pareil, Zverev, il était vraiment impeccable sur les 2 premières manches, et on sent encore qu'Alcaraz est pas tout à fait prêt sur ce format en best of 5, avec cette capacité de prendre un peu de temps, de renverser les momentum, de ne pas paniquer. Ici par exemple, on a eu cette fameuse insistance avec les amortis que Sinner a bien déjoué, un contre-amorti ici qui va faire le point. Donc Alcaraz, encore du travail, talent brut indéniable, potentiel extraordinaire, mais les matchs en 3-7 gagnants, c'est un univers différent, c'est un format différent, c'est un sport limite différent. C'est pour ça qu'on a encore Novak et encore Rafa qui dominent les grands chelems. Donc il lui manque cette densité, cette compacité. Dans toutes ses défaites en grand chelem cette saison, c'est le trait commun contre Berrettini, contre Zverev, et aujourd'hui, enfin hier, contre Jannik Sinner. Par contre, il y a un point sur lequel il va pouvoir s'appuyer, Carlos Alcaraz, et on va le revoir forcément sur la tournée US avec beaucoup de gourmandise, c'est que les points importants, le gars y va, le gars ne recule jamais, un peu d'ailleurs à la Dominic Thiem. Alors parfois l'exécution pêche, c'est normal, mais il y a toujours cette envie, cette attitude, ce besoin de rester aux commandes des points importants, de ne pas reculer, de ne pas subir. Ici par exemple un demi-volé qui va faire mouche, pas dans le couloir du coup, juste un petit peu avant forcément. Il va sauver 2 balles de match dans ce tie-break. Donc ça progresse pour Carlos Alcaraz. Il manque encore quelques petites pièces, évidemment, il est encore très jeune, mais à suivre bien entendu sur la saison dure US. On enchaîne avec le 2e match dans ce coin tactique, la rencontre entre Djokovic et Van Rijthoven. D'abord un mot sur le style, la stratégie de Novak Djokovic lors de cette rencontre. Vous la connaissez, c'est un peu partout la même. Les barbelés, on pose les barbelés, 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes,
On ne s'arrête pas ici en extension, un revers dos court. Il va envoyer un lob ici sur la ligne. Mais la stat la plus folle, la plus impressionnante, c'est au pourcentage de service TVR sur l'ensemble du tournoi. Avant d'affronter Novak Djokovic, il était à 90% derrière sa première balle. Et tenez-vous bien, Novak l'a maintenu à 66% sur l'ensemble de la partie. Retourneur de génie, retourneur all-time, du niveau d'Agassi, du niveau peut-être également de Connors, hein, qui est très réputé à ce niveau-là, de l'énorme anticipation. On a eu des retours en extension de dos où ça atterrit sur la ligne. On a l'impression que c'est téléguidé parfois, hein. Il arrive à aspirer la balle, à comprendre où la balle va aller, à complètement déjouer la qualité principale de son adversaire. Il a bien ciblé aussi, hein, le revers de Van Rijthoven, ça on l'avait anticipé, hein, faire travailler au maximum Van Rijthoven à 30A, à 40A. Super important, hein, de maintenir les momentum. Djokovic, il a une compréhension assidue dans ce secteur. Donc Djokovic en mission qui voulait terminer avant la nuit, et un mot évidemment, hein, sur Van Rijthoven. Quel délice, ça a vraiment été la révélation de la saison sur gazon. Certes au Game Bosch, alors là malheureusement il pourra pas valider son magnifique tournoi avec des points ATP, c'est très triste. Et puis ce revers, hein, avec l'ancrage, la rotation des épaules, on s'engage plein fer, long de ligne, on fait la différence face à Novak Djokovic qui est extrêmement sur sa gauche ici. Il devrait être plus, je pense, dans ce secteur-là. Il a 50 cm, 70 cm de trop sur sa gauche. En tout cas, quel bonheur, hein, de voir un joueur relâché comme ça, avec un revers à une main, un gars qui reste concentré, qui est dans sa bulle, qui a un super langage corporel. Vraiment une révélation. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez été séduit, comme moi, par ce jeune Hollandais volant? Enfin, 25 ans quand même déjà, mais très très neuf sur le circuit. On se termine avec la reco du jour. Alors, on a deux bonbons demain, ça va être incroyable. Christian Garin contre Alex de Minaur. Alors là, franchement, dès midi, je suis devant mon téléviseur comme ça, à dénoyauter des olives. Je pense que je vais me faire un petit apéro devant. Et le Jason Kubler contre Taylor Fritz. Un bonbon pareil, comment passer à côté? J'espère que vous avez posé votre RTT. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, enfin demain, non, ce soir pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi, je vais aller me coucher, il est minuit 55.